Le temps est venu pour nous de passer à notre invité spécial, DAF. Donc, allô, salam alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que donc nous recevons aujourd'hui la figure principale, on va dire, de l'opposition djiboutienne, Monsieur DAF. Monsieur DAF, à qui par contre nous avons énormément de questions à poser. Vous savez ce qui s'est passé à Djibouti. Il y a eu la création de l'USN. Il y a eu énormément d'espoir là-dessus. Et puis, comme la fusée Challenger, l'USN a explosé en plein vol. Nous allons essayer de comprendre tout ça. Mais d'abord et avant tout, DAF est arrivé. Il est ici en Europe. On sait que ça doit être dur, très très dur de vivre en étant opposant à Djibouti. Alors, la première question toute simple, comment allez-vous? Comment va votre famille, monsieur DAF? Merci Nidal, merci Radio Nantes. Je me porte bien, Dieu merci. Ma famille va bien aussi, ainsi que mes camarades. Nous tenons bon, grâce à Dieu. Alhamdulillah, d'accord. Entrant vite, et je sais que votre agenda est vraiment très très serré. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Allons vite donc dans le sujet. Comme je le disais, l'USN a créé énormément d'espoir et tout ça pour ça, on a envie de dire comment ça se fait que tout ça ait explosé en plein vol avant les élections présidentielles. L'USN, qui est donc une coalition, qui était la coalition des partis djiboutiens d'opposition, et qui n'était pas la première coalition depuis 1992, année qui a marqué le début de l'opposition légale à Djibouti. L'USN est née en janvier 2013, plus exactement le 16 janvier 2013. Elle a permis aux formations de l'opposition de participer aux élections législatives du 22 février 2013. Oui, absolument. Que l'opposition a remporté, même si sa victoire lui a été déniée. Ça n'est suivi une crise post-électorale. L'USN a fait le travail que l'on sait. Vous étiez aux premières loges pour observer l'action de l'USN sur le terrain, action de protestation contre le hold-up électoral. L'USN a, il est vrai, suscité des espoirs des changements. Elle a agi pendant 3 ans, même un peu plus de 3 ans, jusqu'à donc la mascarade électorale du 8 avril 2016. Les raisons qui ont fait que l'USN a éclaté, vous les connaissez. Vous les connaissez aussi bien que moi. Je ne pense pas qu'il soit utile de m'y apaisantir. Non, sans vous appesantir, excusez-moi, monsieur Daf, mais c'est très très important pour nous de pouvoir comprendre. À chaque fois quand vous appelez auparavant, et Dieu sait combien de fois on vous avait posé la question, et quel que soit le responsable USN donc de l'époque, on me donnait la même réponse, à savoir l'unité d'abord. Parce qu'on vous demandait déjà à l'époque qui va être le challenger, on va dire, de monsieur IOG. Et à chaque fois, on me disait, non, attendez, de toute façon, tout est déjà planifié, attendez, ne soyez pas impatients, et ainsi de suite. On a vu quand même ce résultat-là. Moi, ce que j'ai envie, c'est de comprendre. Comment ça se fait qu'au bout du compte, c'est le dernier arrivé à l'USN qui s'est retrouvé à représenter l'USN dans ces élections, et pourquoi une partie de l'USN a décidé de ne pas participer aux élections. Pourquoi n'y a-t-il pas eu l'unité en cette période aussi grave? L'unité, c'est vrai, a été l'un de nos principaux soucis, pour ne pas dire notre principal souci, puisque nous disions que sans unité, nous ne pouvions pas poursuivre le travail que nous avions entrepris. Mais sinon, pour ce qui est de la
participation à la mascarade électorale, je pense que les choses sont claires. Il n'était pas question pour l'USN de participer à une quelconque mascarade électorale. Et cela avait été clairement affirmé, réaffirmé, pas plus tard que le 20 novembre 2015, lors de notre meeting historique tenu à Balbala Cheikh Moussa, réitéré par un appel écrit à une mobilisation pacifique nationale pour la démocratie le 7 décembre 2015. Et on se rappelle, pas de CENI, pas d'élection. Ça, on se rappelle tous. Tout à fait. Avec comme slogan, pas de CENI, pas d'élection. Les choses étaient donc claires. Notre engagement devant le peuple djiboutien, clair. Nous avions même sur le terrain commencé à remobiliser les gens en cohérence avec cet appel à la mobilisation. Des comités de quartier avaient été mis sur pied avec une coordination et les travails se poursuivaient sur le terrain lorsque soudain cette partie sur 8 de l'USN ont décidé d'aller à cette mascarade électorale. La suite, vous la connaissez. L'on ne peut pas raisonnablement dire que l'USN a participé à l'élection. Certains y sont allés, puisque même parmi les 7 partis, il y a eu de changements ensuite concernant la participation à l'élection. Oui, au niveau de l'ARD, pour ne pas les citer, l'ARD est le modèle, entre autres. Certains ont fait le choix de la participation, d'autres non. Voilà, mais ça, maintenant, ça c'est déjà l'histoire, j'allais dire. C'est déjà l'histoire. Alors, qu'est-ce qui fait que certains ont changé d'avis de manière assez brusque? C'est à eux qu'il faut poser la question. Merci de me tendre la perche. Justement, entre autres, je sais que Cheikh Abdurrahman Bachir s'est posé lui aussi cette question-là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer et autres. Et dans une vidéo, il vous incrimine. Il dit que voilà, la cassure de l'USN a eu lieu parce que Monsieur Daf n'a pas voulu suivre le mouvement général, on va dire. Qu'avez-vous à lui répondre? Je ne pense pas qu'il soit intéressant pour le débat de m'embarquer dans des querelles de personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la lutte, c'est de contribuer à l'avènement du changement démocratique. Les Djiboutiens savent ce qui s'est passé. Vous en faites partie, vous savez aussi. Il n'y a pas de mystère. Le MRD a respecté la parole donnée au peuple. Il a respecté l'engagement pris devant le peuple, à savoir ne pas cautionner une mascarade électorale. L'accord cadre entre l'USN et le gouvernement était mis à mort. Nous ne cessions de le répéter à coup de communiqué. Il était évident que les conditions d'une élection n'étaient pas réunies et que il ne servait à rien d'y aller, sauf à cautionner une mascarade électorale. Parce que M. Ismaël Omar peut aujourd'hui dire, écoutez, une partie de l'opposition a participé à cette élection. Absolument. Si elle l'a fait, c'est parce qu'elle a estimé que les conditions n'étaient pas si inacceptables que cela. Et même que les conditions étaient réunies puisqu'ils ont été, absolument. C'est à cette partie-là de l'opposition d'assumer sa responsabilité devant le peuple et devant l'histoire. Moi, je ne peux pas répondre je ne peux pas répondre d'actes que je n'ai pas commis. Le MRD ne peut pas répondre d'actes qu'il n'a pas commis. D'accord. Voilà. Maintenant, en parlant du MRD, justement, et surtout en parlant du président du MRD, Monsieur Daf, à peine étiez-vous dans l'avion que l'on a assisté à quelque chose de terrible. L'USN que l'on croyait morte s'est soudainement réveillée pour nous pondre encore une fois une nomination.
Et celle-là, il s'agissait de remplacer le porte-parole, en l'occurrence vous, par le docteur Abate. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, faites-vous toujours partie de l'USN? Le MRD est toujours dans l'USN. Je vous rappelle que le MRD n'est pas né avec l'USN. Le MRD est un vieux parti. C'est même le parti le plus ancien de tous les partis d'opposition. Je dis bien parti d'opposition. Le MRD a été fondateur de toutes les coalitions MRD anciens et PRD, bien sûr, de toutes les coalitions qui sont nées depuis 1992. L'MRD est engagé dans une longue lutte pour la démocratie, et au cours de cette longue lutte pour la démocratie, il lui arrive de croiser d'autres formations, de faire un bout de schéma avec d'autres formations, au nom de l'unité que nous cultivons, l'unité dans la réflexion et dans l'action. C'est la logique de la lutte. L'USN donc fait partie de ces rencontres. Nous en avons été membres fondateurs. L'USN n'est pas un parti politique, je le répète, c'était une coalition. Donc, oui, mais vous ne répondez pas à ma question, Monsieur Daff. Excusez-moi, voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas porter tel ou tel titre d'une coalition qui n'est plus. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la poursuite de la lutte, c'est l'avenir. Merci. Donc, une coalition qui n'est plus. On va retenir tout ça. Maintenant, alors, pour le MRD, y a-t-il possibilité que le MRD se retrouve encore une fois avec d'autres partis, ou le MRD a-t-il décidé de continuer la lutte tout seul? Le MRD a toujours cultivé, je viens de le dire, je l'ai toujours dit, l'unité. Il n'a jamais fermé sa porte à l'unité, mais l'unité doit être toujours meilleure. Elle doit toujours être plus saine, en intégrant les leçons de l'action collective qu'elle permet. Si l'unité ne tient pas compte de ce qui se passe, si elle ne capitalise pas sur ces résultats positifs et qu'elle ne se corrige pas par rapport à ses échecs, elle n'en est pas une. L'unité en soi, l'unité n'est pas une fin en soi, l'unité est un moyen. Or, ces moyens ne peut être efficace que s'il s'améliore séquence après séquence. Absolument. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que, là je reprends une jolie phrase de Monsieur Bourral et de Bruxelles, ces fameux opposants, plutôt qui nous viennent de la transhumance politique, allez-vous les refuser dorénavant? J'ai beaucoup apprécié. Écoutez, moi, ce n'est pas dans ma culture d'attaquer les gens. Bon, il y a un phénomène qui s'observe. J'observe que au sein de l'opposition, il y a des gens qui sont arrivés là par conviction, qui sont là depuis des années, qui résistent à toutes les persécutions, qui consentent sacrifice sur sacrifice. Et puis il y a des gens qui se retrouvent opposants à l'occasion. Ce n'est pas à moi de juger. Les juges en la matière, c'est le peuple djiboutien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de repartir sur de nouvelles bases, sur des bases assainies, avec des gens sûrs, solides, convaincus, qui croient à ce qu'ils disent, qui croient au changement et qui, sincèrement, apportent leur contribution à la nécessaire lutte pacifique et responsable. Bonjour Monsieur Daff, j'avais juste une petite question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la coalition n'y était plus, et c'est pas la première fois. En 2001 on a eu l'UAD, là on a eu l'USN. Est-ce que vous pensez que réellement l'opposition djiboutienne prend en otage le peuple djiboutien, en grosso modo? L'opposition djiboutienne ne peut pas prendre en otage le peuple djiboutien.
Je pense que on a j'irais même jusqu'à dire que ce serait faire insulte au peuple djiboutien que de dire qu'il peut être pris en otage par l'opposition. Le peuple djiboutien est un peuple souverain. C'est à son nom que l'on agit. C'est à son servir que l'on essaye d'agir. C'est lui le juge. Et c'est aux Djiboutiens de dire qui fait bien, qui agit bien, qui ne le fait pas, qui est qui. Il ne faut pas infantiliser le peuple djiboutien. L'opposition a ses faiblesses. L'opposition, ce sont des femmes et des hommes avec des parcours différents, avec des histoires différentes, avec des cultures politiques différentes, avec des talents différents. Certains sont meilleurs que d'autres, certains sont plus solides que d'autres, certains sont plus fidèles à leurs engagements que d'autres. Eh bien, il faut que les meilleurs se retrouvent pour faire avancer la cause. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour que cela se produise, il faut que des leçons soient tirées de ce qui se passe, qu'un bilan critique soit fait, que chacun prenne ses responsabilités. Nous devons rendre les opposants, les formations de l'opposition, doivent rendre des comptes au peuple djiboutien. De ce point de vue, je suis tout à fait d'accord. Nous ne pouvons pas affirmer vouloir incarner le changement démocratique avec ce que cela suppose, des redditions des comptes, de bonne gouvernance, de respect de ses engagements, etc., et ne pas respecter nos engagements nous-mêmes, et ne pas accorder nous-mêmes nos actes à notre discours. Entièrement d'accord avec vous. Oui, ça c'est sûr qu'il ne peut y avoir que des problèmes. Juste pour rappel, au niveau de la diaspora, on n'avait pas arrêté de tirer, de siffler un peu sur le sifflet, histoire de vous dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On fait partie du peuple. On n'a pas été écouté. Est-ce que vous pensez pourquoi on va vous croire là quand vous nous dites maintenant on va changer, on ne voit pas de changement? Écoutez, vous jugerez. L'opposition, les opposants proposent ce qu'ils croient utile au pays. C'est au peuple d'apprécier et de juger. Nous n'imposons rien. Nous sommes quand même, nous sommes des démocrates. Et en tant que tel, nous n'avons rien à imposer. Nous ne pouvons que proposer. Il nous a semblé en janvier 2013, à l'approche des élections législatives, et après une dizaine d'années de boycott, et après mûre réflexion, il nous a semblé utile de nous rassembler au sein d'une nouvelle coalition et de participer aux législatives. Je vous rappelle que pour la première fois, une dose de proportionnelle venait d'être introduite sous la pression justement de l'opposition, et notamment du MRD et d'autres formations qui se battaient sur le terrain depuis des années. Nous avons pris cette initiative. Nous ne pouvions pas rester indifférents. Il nous fallait soit peser directement sur le cours des événements et empêcher la tenue du scrutin, soit essayer d'y participer avec la ferme intention de les gagner démocratiquement, j'entends, et de défendre ensuite notre victoire. C'était la première fois qu'une coalition, après une élection électorale, après un hold-up électoral, se mobilise et refuse de laisser passer ce hold-up. C'était la première fois. Je parle de la coalition, puisque en tant que parti, nous l'avions fait déjà fait à l'époque, depuis 92. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Et voilà, je ne pense pas que c'était inutile d'avoir essayé en 2013 de participer aux élections en bon ordre. Je ne pense pas que c'était inutile. Certains nous donnaient quoi, 2 mois, 3 mois. Oui, je me rappelle. Des survies en tant que coalition. Un certain monsieur Ismaël Omar Guelleh disait, semblait-il, que nous n'allions pas dépasser les caps des 3 mois. Nous avons tenu plus de 3 ans.
Ce n'était pas facile pour certains, mais nous l'avons tenu. Et là, est-ce à dire actuellement que vous allez reprendre à zéro, c'est-à-dire recommencer le tout et voilà, laisser un boulevard de 5 années à l'actuel président, je le rappelle, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a gagné à plus de 87%. Avec un taux de participation ne dépassant guère le 20%. C'est dire sa légitimité. Et donc, on aura un désert de 5 ans? Non, mais sérieusement, il faut, je l'ai dit et je le répète, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé et repartir sur de nouvelles bases. D'accord, écoutez, là je sais que vous êtes en train de rameuter un peu toutes vos troupes, c'est tout à votre honneur, et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, et qui surtout, avec qui s'associer pour redonner un peu de boost à cette opposition très 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 affaiblie? Vous êtes pressé, Monsieur Nidal. Comme tout le peuple djiboutien, je pense. Je veux dire, après ces élections, on voit qu'est-ce qu'il y a. Bon, la liberté est partie, la démocratie bientôt enterrée, et avec elle, évidemment, l'eau et l'électricité et ainsi de suite. C'est normal que l'on soit pressé, Monsieur Daf. Non, mais il faut aussi se dire que l'action pour le changement n'est pas les monopoles de l'opposition. Le peuple djiboutien n'est pas composé que d'opposants. Il y a d'autres secteurs de la société qui peuvent tout aussi bien s'engager, qui peuvent tout aussi bien agir. Je pense notamment à la société civile. Je pense à tous celles et ceux qui en ont assez de cet état des choses et qui veulent autre chose, qui veulent un minimum de liberté, de démocratie et de bonne gouvernance. Il ne faut pas tout attendre, justement. Et c'est à quoi le MRD appelle aussi. Il faut qu'il y ait un changement de perspective dans ce pays. Il faut que les Djiboutiens cessent de se tourner en permanence vers les politiques, vers les opposants notamment, et demandent que tout soit fait par ces gens-là. Il n'y a pas de miracle. Les opposants n'ont pas de baguette magique. Il n'y a que par le travail que nous pouvons changer les choses. Et nous voulons que la question récurrente qu'est-ce que vous avez pour nous, vous autres opposants, qu'avez-vous pour nous, qu'y a-t-il de nouveau, que pense la communauté internationale? Il faut que cette question cède la place à la question plus intéressante, qui est la suivante: que pouvons-nous faire? Il faut que chaque Djiboutien se dise: que puis-je faire, moi, à mon niveau, citoyen djiboutien, pour que les choses changent? Je vous assure que je poserai cette question à nos auditeurs, auditrices. Elle est valable. Que peut-on faire au lieu de qu'est-ce qu'on doit attendre? Et effectivement, c'est une question que l'on doit se poser. Je sais que donc votre agenda est vraiment rempli. On va bientôt vous libérer, mais juste une dernière question comme ça. Que pensez-vous justement au niveau de Djibouti? On a l'impression que tous les partis politiques sont en train de devenir des espèces d'héritages qui se transmettent de père en fils, donc la nièce et ainsi de suite. Quel est votre avis? Écoutez, ce n'est pas. C'est une question qui logiquement ne s'adresse pas à moi, mais les changements pour lesquels nous combattons n'est pas seulement valable pour le régime, il est valable pour toute la société. Il faut qu'il y ait une culture démocratique, et que les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Daher. Merci d'avoir accepté franchement cette invitation, et merci de nous avoir répondu justement sans langue de bois. Ça a été très très clair, et je pense que on peut se dire à très très bientôt. À très bientôt. Merci Nidal, et que la lutte continue. Merci. Voilà donc les gars, c'était Daf qui nous a donné un tout petit peu ce qu'il pensait de cette opposition qui est en train, malheureusement, on a vu ce que c'était. Et on va retenir s'il y a une phrase à retenir, d'après DAF, donc l'USN n'est plus.